On sort du CO2, mais on reste dans notre sujet avec le deuxième chapitre. Le Life baie de l'Aiguillon a eu un effet levier qui a permis l'engagement d'une autre étude portant cette fois sur les quantités d'eau dans la baie de l'Aiguillon. Cette étude a été portée par l'établissement public du Marais Poitevin, qui est en charge depuis 2011 bien de la biodiversité et de la gestion de l'eau dans le Marais Poitevin, en partenariat, encore une fois, avec l'Ifremer et les conservateurs de la baie. Je vais accueillir sur scène Johan Leroy, qui est hydrologue, qui est là. Johan, Johan, c'est toi? Gigi, c'est toi dans le noir. Johan Leroy, qui est hydrologue à l'établissement public du Marais Poitevin, et Jonathan Deborde, ingénieur de recherche biogéochimie et instrumentation à l'Ifremer. Messieurs, je ne sais pas si vous voulez intervenir l'un après l'autre en même temps. Est-ce que vous êtes mis d'accord? Faites comme vous voulez, vous vous débrouillez, on peut quand même les applaudir. Vous allez nous parler de l'implantation d'un réseau de mesures quantitatives aux principaux exutoires du Marais Poitevin à la baie de l'Aiguillon, c'est bien ça? C'est ça. C'est à vous. Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc Johan Leroy, hydrogéologue. J'ai dit quoi? Hydrologue. Oh la vache! Pardon. Je travaille un peu plus sur le sous-sol. Je travaille un peu plus sur le milieu terrestre, on va dire, globalement. Donc le milieu marin est un peu... c'est un nouveau champ de compétences un peu nouveau pour moi. Donc en effet, je travaille à l'établissement public du Marais Poitevin, qui a été, on va dire, partie prenante d'un des aspects du programme LIFE, mais en parallèle. En disant que nous n'étions pas une structure porteuse d'une des actions du programme LIFE, qui était l'action A6. Alors, je vais utiliser cette manette. Qui était l'action A6 qui portait principalement sur la qualité de l'eau, en lien avec la quantité des eaux. Et la partie qualité de l'eau a été portée par les gestionnaires de la baie de l'Aiguillon, que sont l'ONCFS devenu OFB et la LPO. Donc il y a eu un programme de recherche qui a été monté multipartenarial entre l'établissement public du Marais Poitevin, où nous portions la partie quantité, les gestionnaires de la baie de l'Aiguillon qui portaient la partie qualité et l'Ifremer qui intervenait en tant qu'opérateur pour valoriser toute cette partie de données, enfin toute la valorisation des données. Donc c'est Jonathan Deborde qui va présenter toute la partie technique de l'étude. Moi j'interviens juste pour l'introduction des différents éléments de contexte de l'étude. Donc c'est une étude qui a duré de 2016 à 2021. Donc elle venait aussi répondre à différents objectifs du plan de gestion de la baie de l'Aiguillon, de la réserve, donc qui s'étale de 2013 à 2022, avec notamment, on peut citer notamment le suivi des débits et l'évaluation de l'influence du bassin versant sur l'environnement. Donc, rapidement, quelques éléments de contexte géographique. Donc, le bassin du Marais Poitevin, qui fait aux alentours de 650 000 hectares, avec 100 000 hectares de zone humide, qui est le trait vert ici sur la carte. Donc l'action sur la partie quantité a consisté principalement à équiper les différents exutoires de la baie de l'Aiguillon de stations de mesure, donc des sondes à effet Doppler. Donc deux, on va dire, sondes principales ont été installées sur les deux fleuves principaux, à savoir le Lay au niveau du pont de l'Aiguillon et sur la Sève niortaise au niveau du pont du Brau. Donc les différentes couleurs représentent les bassins versants interceptés par les différentes stations hydrométriques. Donc là, pour la Sève niortaise, c'est principalement le orange, plus, on va dire, 80% de la partie Vendée. Le bassin Vendée, en fait, possède deux exutoires. Le principal étant situé au niveau du pont du Brau au travers du canal des 5 abbés, et une autre partie du flux s'écoule via la Pointe aux Herbes et le chenal de Luçon. Trois autres chenaux secondaires ont été équipés avec des sondes, on va dire, plus petites et plus temporaires. Donc le chenal de Luçon au niveau de la Pointe aux Herbes, qui a intercepté principalement le bassin versant de la plaine du calcaire du sud Vendée. Le chenal vieux, avec le petit BV en jaune. Et plus au sud, la porte à la mer du Curé, donc pour le bassin versant du Curé, qui est en vert. Ici, c'est une représentation de ces différentes sondes un peu plus zoomées, avec une photographie aérienne.
Donc, comme je vous disais, cette étude a été matérialisée en 2016 par une convention de recherche entre le PMP, l'ONCFS, la LPO et l'IFREMER, avec, si on synthétise, 3 principales actions. Une première qui était la pérennisation des sondes multiparamètres haute fréquence qui se situaient déjà dans la baie de l'Aiguillon, la mise en place de stations hydrométriques au niveau des principaux exutoires des bassins versants du Marais Poitevin, et avec en finalité, en couplant cette partie quantité avec la partie qualité, une évaluation des flux du nutriments dans la baie de l'Aiguillon. Donc je vais laisser Jonathan présenter la partie technique de l'étude. Donc, comme l'a dit Johan, il y a eu 2 types d'approches. La première approche, c'était une approche de terrain, donc la mise en place de stations de mesure sur les 5 principaux exutoires de ce bassin versant. Là, il est représenté dans sa globalité. Les 5 principaux exutoires de ce bassin versant représentent à peu près 80% du bassin versant total en termes de débit et de surface. Une fois l'acquisition de ces données de terrain, donc données in situ, il y a eu toute une étape de traitement et de validation des données pour obtenir ce qu'on appelle des débits moyens journaliers, des quantités moyennes journalières et des volumes journaliers vers l'aval, donc c'est-à-dire vers la baie de l'Aiguillon. Et enfin, l'objectif final était d'estimer les apports d'eau douce en confrontant donc les mesures acquises par ces stations de mesure à une modélisation simple qui était basée donc sur les données des stations DREAL qui sont représentées par les petites... Ok, il ne faut pas un troisième. Il y a beaucoup trop de micros aujourd'hui, hein. Ouais. Il y en a partout. Et donc, de confronter donc, aux données des stations DREAL, c'est-à-dire toutes les petites étoiles là, que vous avez sur la carte, donc, qui sont situées dans les bassins versants en amont, et ainsi obtenir donc, des modèles prédictifs des volumes d'eau douce qui sont apportés vers la baie de l'Aiguillon. Donc, un petit peu de redite, on avait les 5 principaux exutoires qui ont été suivis, donc 2 fleuves côtiers qui ont été suivis pendant 23 mois, et 3 chenaux secondaires ou canaux qui ont été suivis pendant 7 mois. Donc ça représente, comme je vous le disais, à peu près 80% du bassin versant total de la baie de l'Aiguillon. Les stations étaient situées en zone estuarienne amont. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un estuaire pour faire brièvement? C'est une zone de mélange entre des eaux douces et des eaux marines. La dynamique estuarienne va dépendre de l'intensité du mélange et de la vitesse du mélange. Et ces 2 paramètres dépendent de 6 facteurs principaux naturels, à savoir le débit fluvial, les précipitations, les variations de marée, la force du vent, la topographie de l'estuaire et les phénomènes d'évaporation. Dans notre cas, qui est quand même un système assez anthropisé, on a 2 facteurs anthropiques qui sont donc non naturels, qui vont intervenir un petit peu dans cette dynamique estuarienne, parce qu'ils vont jouer sur soit la circulation de l'eau, soit sur la quantité d'eau qui va arriver à la baie d'Aiguillon. C'est les ouvrages à la mer, on le voit ici sur cette photo, ça peut être assez impressionnant au niveau de l'anthropisation, et bien sûr le pompage d'eau douce pour les activités principalement agricoles, on en parle souvent dans les médias. Les stations de mesure étaient faites donc, de profileurs horizontaux de courant à effet Doppler. En fait, c'est un appareil qui permet de mesurer les vitesses et les directions de courant avec un taux d'acquisition toutes les 5 à 10 minutes, et dans les 3 composantes de l'espace également. Ensuite, on avait des sondes multiparamètres assez simples, c'est-à-dire qui mesurent température, salinité, hauteur d'eau toutes les 10 minutes. Et on a pu faire les mesures donc, sur 2 années contrastées en termes de régime hydrique, à savoir une année sèche qui était l'année 2017, une année humide qui était l'année 2018. Donc on avait notre petit système qui était fixé sur des piles de pont et il permet la mesure de courant donc, et de toutes ses composantes donc, entre les 2 piles de pont. Pour compléter ces stations de mesure en continu, on a dû faire des campagnes de jaugeage, c'est-à-dire que comme nos appareils ne permettent la mesure qu'entre 2 piles de pont, on n'a pas tout l'ensemble de la section mouillée. On a complété donc par des mesures de courant et de direction des courants sur l'ensemble de la section mouillée qui ont été
complémentaire des mesures en simultané avec les courantomètres en place, et ça permet d'avoir une relation mathématique entre la vitesse moyenne de la section mouillée et les mesures donc des courantomètres, et ainsi avoir un modèle de débit qui nous permet de calculer sur l'ensemble du cours d'eau le débit et le volume qui va être échangé toutes les 10 minutes. Ah oui, pardon. Donc on a d'un côté des sondes multiparamètres sur les paramètres physico-chimiques, si je puis dire, de l'eau. On a des courantomètres ADCP et on a ces campagnes de jaugeage. Ça nous permet d'avoir une image un petit peu de la dynamique temporelle de mélange des masses d'eau. Ça nous permet d'obtenir des débits et des volumes instantanés, et donc d'estimer des volumes totaux journaliers, des quantités moyennes journalières qui sont échangées au niveau de ces exutoires, et ainsi d'obtenir des volumes d'eau douce journaliers ou des quantités moyennes journalières d'eau douce qui vont être amenées à la baie de l'Aiguillon. Le problème, c'est qu'on a des contraintes environnementales comme le biofouling, on a des contraintes techniques comme des pannes de batterie, des pannes de matériel qui peuvent arriver quand on laisse des stations en continu si longtemps. On a aussi des contraintes de calcul pour obtenir une donnée valide, et on a aussi des contraintes au niveau de l'acquisition de données de salinité, et du coup on a du mal à avoir globalement les apports d'eau douce qui vont vers la baie d'Aiguillon depuis ces bassins versants. Donc pour pallier à ça, on a fait donc une petite modélisation qui a intégré la pluviométrie sur le bassin versant, intégré donc les données acquises par les stations de l'ADREAL, donc les petites étoiles qu'il y avait sur la carte tout à l'heure, pour avoir en fait les volumes qui vont transiter vers l'aval sans effet de marée, c'est-à-dire uniquement sur la période du descendant, et sur l'ensemble de l'année, c'est-à-dire sur les périodes situées en dehors des périodes de mesure, pour tous les cours d'eau qui ont été suivis, ou sur les périodes manquantes, quand il nous a manqué des données pour valider des débits. Donc on a fait des corrélations entre pluviométrie, les stations amont et les stations situées au niveau de nos embouchures. Et on a ainsi pu obtenir des équations de débit d'eau douce, donc un petit peu complexe, mais bon, qui globalement nous donnait un peu une idée. Donc vous avez ici les points, c'est les mesures, soit des volumes totaux, soit des volumes d'eau douce. Et en rouge, le modèle, ce qui pouvait nous sortir un petit peu comme données sur l'année quand on le faisait un petit peu mouliner. Les résultats brièvement, donc pour les chenaux secondaires, donc le chenal de Luçon, de Curé et Vieux, on a un marnage qui est microtidal, c'est-à-dire inférieur à 2 mètres. On a un marnage plutôt mésotidal pour les deux fleuves côtiers que sont la Sèvre et le Lay. On a une vitesse de mélange qui était assez élevée, donc là c'est des données de salinité en fonction de la marée, du temps, et on voit que très très vite ça va changer dès que la marée haute va arriver ou dès qu'elle va se retirer. Et il en est de même pour les chenaux. Et bon, si on reprend une vieille classification, on a en fait des estuaires plutôt homogènes, c'est-à-dire un peu qui fonctionnent comme une chasse d'eau dans les périodes d'étiage ou de bas débit hydrique, alors que pendant les périodes de fort débit hydrique, on va avoir plutôt une lentille d'eau douce qui va se former en surface, donc on appelle ça des estuaires partiellement mélangés. Les débits instantanés, donc on va d'abord cibler l'instantané pour aller un peu plus au global au niveau des résultats dans cette présentation. On a des débits instantanés qui sont donc bien sûr très importants pour la Sèvre et pour le Lay, puisqu'on est à peu près entre 50 et 800 mètres cubes par seconde qui s'écoulent vers l'aval, donc pendant la marée basse, pendant le descendant, et pendant les phases de flot, on a à peu près 50 à 400 mètres cubes de seconde qui remontent le long du fleuve dans la partie estuarienne. On a des amplitudes plus importantes en année sèche, c'est-à-dire en 2017 pour la Sèvre, et des amplitudes plus importantes en année humide, c'est-à-dire d'oscillation de ce débit, des valeurs de débit, pour le Lay dans l'année humide en 2018, alors que au niveau des 3 petits chenaux, on n'a pas d'effet de marée, parce qu'en fait, il y avait des ouvrages dont les ports sont constamment fermés, principalement fermés. Donc ça limite l'effet marée.
Si on regarde un petit peu à l'échelle de la section mouillée complète, on a des volumes instantanés mesurés qui sont assez importants, mais surtout si on regarde les volumes qui s'écoulent vers l'aval ou les volumes qui s'écoulent vers l'amont, en fait on est à peu près à l'équivalent. Donc on a un prisme de marée, c'est-à-dire le rapport entre volume d'eau apporté par les marées montantes et le volume d'eau douce apporté par le fleuve, qui sont plus ou moins équivalents pour les deux fleuves. En termes de volume journalier et donc de quantité moyenne journalière qui est estimée par rapport au volume journalier, on a au niveau de la Sèvre un fleuve qui est plus sensible au prisme de marée et aux surcotes de marée en termes de volume. Ça, c'est de par sa position est-ouest, alors que le Lay a plutôt une position nord-sud. Donc l'onde de marée va beaucoup plus facilement pénétrer dans le continent et aussi être plus soumise aux surcotes, vu qu'on a des régimes d'ouest dans la région, principalement. Et en période d'étiage, on est plutôt dans des volumes d'environ quelques centaines de milliers de mètres cubes à 2 millions de mètres cubes par jour qui s'échangent au niveau de ces fleuves côtiers. Alors que dans les périodes de crue, on va monter jusqu'à 12 millions de mètres cubes par jour qui vont s'échanger. Alors que les chenaux, ça va être assez dérisoire à côté, puisqu'au maximum de la crue, on va monter au niveau du million de mètres cubes, et pour le curé, alors que les autres ne vont pas dépasser 400 000 mètres cubes par jour. Au niveau des quantités moyennes d'eau douce qui vont être mesurées, là on a pour la Sèvre et le Lay des quantités à peu près équivalentes, alors que pour les chenaux, on est dans des quantités extrêmement faibles. Vous voyez ici les valeurs, hein. Donc on est à peu près équivalent au volume total sur la marée basse que le volume d'eau douce qui s'échange, alors que pour les chenaux, on est dans des valeurs très basses, de moins de 12 mètres cubes par seconde qui vont s'échanger. Et grâce au modèle, on a pu évaluer donc sur l'année que dans une année sèche, à peu près 270 millions de mètres cubes d'eau douce arrivent vers la baie de l'Aiguillon, alors que dans une année humide, cette valeur va être multipliée par 4, et puisqu'on atteint 1200 millions de mètres cubes d'eau douce qui vont arriver vers la baie. Donc la Sèvre et le Lay sont les principaux contributeurs à cet apport d'eau douce, hein, c'est assez évident. Ils contribuent à 87 à 90% des apports d'eau douce annuels. Le chenal du Curé compte pour moins de 10%, et les autres chenaux finalement comptent pour très très peu, vu qu'ils ne dépassent pas 2% de cet apport d'eau douce. Il est assez logique de voir que 70% de l'apport annuel d'eau douce s'effectue dans la période de décembre à mai, et toute la période post-printanière jusqu'à début de l'automne est un apport extrêmement faible d'eau douce pour la baie de l'Aiguillon. Il est quand même présent, on ne peut pas dire qu'il est négligeable, il existe, mais il est extrêmement faible comparativement à ce qui se passe l'hiver. Un petit fait intéressant qu'on a remarqué pendant l'étude, c'est qu'en période de bas débit, quelle que soit l'année, donc une année sèche ou une année humide, à peu près 50 à 70% des apports vont être assurés dans ces 5 cours d'eau par la Sèvre. Seulement 15 à 25% par le Lay, et le reste, moins de 15%, par les 3 autres chenaux secondaires. Alors qu'en période de fort débit, on a remarqué que la contribution du Lay va augmenter fortement et va même devenir supérieure à la contribution de la Sèvre si la période de précipitation se prolonge, et le Lay se transforme en principal contributeur des apports d'eau douce, donc dans les périodes de crue pour la baie de l'Aiguillon. Le chenal du Curé va quant à lui doubler, alors que les autres chenaux vont finalement pas changer, que l'on soit en période d'étiage ou en période de crue. Ce qui a été intéressant dans l'étude, ça a été de reprendre un petit peu les flux de nutriments et de matières qui avaient été estimés dans la première étude de ce programme LIFE. Donc tous les calculs ont été refaits sur les nutriments et sur les formes du carbone, donc les composés biogènes dissous qui sont amenés vers la baie de l'Aiguillon. On a vu la première conclusion, c'était que les bilans des flux étaient bien évidemment plus robustes avec les modèles plutôt qu'avec des données ponctuelles in situ.
Par contre, on reste dans les mêmes ordres de grandeur, même si on avait des flux qui étaient surestimés. Donc en fait, toutes les hypothèses qui ont été avancées dans cette étude sont bien sûr valables. Juste, ça nous a permis, par une étude quantitative, d'affiner les quantités de composés biogènes vers la baie de l'Aiguillon. Ces flux saisonniers sont principalement faits vers la baie en hiver et au printemps. Donc c'est dû au lessivage des sols, comme vous avez pu voir dans la présentation, dans le petit film. Et dans les minimums des apports vont être réalisés en été et en automne avec... en lien avec la période d'étiage, moins de flux continentaux et la consommation par le phytoplancton. Et on a entre une année sèche et une année humide un flux qui va être multiplié par 4. Donc par exemple, si je prends les formes de l'azote, on est à peu près à 1500 tonnes d'azote qui arrivent vers la baie d'Aiguillon et on passe à 7000 et quelques tonnes vers la baie d'Aiguillon pendant une année humide. Bon, comparativement à la Loire, on est à peu près à 80 000 tonnes à l'année, donc on voit que ça reste quand même assez faible à l'échelle de l'Atlantique, mais quand même pas sans conséquence pour un milieu comme la baie d'Aiguillon. Les formes inorganiques du carbone et organiques du carbone sont les formes les plus dominantes dans cette fraction de composés biogènes qui arrive vers la baie de l'Aiguillon. On a bien sûr donc, en été et en automne, lié à la consommation par le phytoplancton, une nette diminution des sels nutritifs et une nette augmentation donc, du carbone organique dans la colonne d'eau. Et si on regarde la contribution des cours d'eau par rapport aux apports des éléments biogènes vers la baie d'Aiguillon, ils sont principalement assurés par la sève et le lait, donc c'est en lien avec le flux hydrique. Par contre, si on rapporte ça par kilomètre carré et par an, on n'a pas de distinguo entre les 3 cours d'eau, entre les 5 cours d'eau, à part pour le canal de Luçon, c'est-à-dire que chaque fleuve apporte tout autant de matière vers la baie de l'Aiguillon. Sa seule différence, c'est en fait l'ampleur de son bassin versant. Mais on a à peu près les mêmes phénomènes en fait, de lessivage, d'apport et de transformation en amont pour ces éléments biogènes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oh là là, à la seconde près. Je rigole pas, hein. Magnifique. Merci à tous les deux. Johan Leroy qui est hydrogéologue. Pardon encore. Et Jonathan Debord, hein, je dis pas de bêtises là pour le coup. C'est le temps des questions. Si vous avez des questions à leur poser sur leur travail, c'est vrai que tout le monde a envie là. Mais c'est pas fini. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Non, je ne vois pas de questions. Pas de main qui se lève. Eh bien, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. N'oubliez pas vos papiers.